Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de leçons de philosophie réaliste à l'école du père Marie-Dominique Philippe. Et dans cette approche de philosophie du travail, en tant qu'il perfectionne l'homme, je voudrais aborder la question de l'habileté des techniques. Ces techniques dans l'art, qui consistent à viser une œuvre utilitaire. Dans la première partie de l'analyse de la philosophie du travail, à l'école du père Marie-Dominique Philippe, je me suis surtout appuyé, même si j'en ai parlé tout au long des leçons, sur l'œuvre qui visait la beauté. En effet, on a là, dans ce type de travail, la plénitude de toute l'analyse, puisque on touche même au domaine de l'inspiration, chose qui apparaît beaucoup moins nettement lorsqu'on est dans le domaine des œuvres utilitaires. Je veux dire par là que celui qui est dans le domaine des œuvres utilitaires, il n'a pas besoin d'une inspiration émotionnelle, quelque chose qui est de l'ordre de l'intuition qui vient toucher son âme. Il a surtout besoin de l'exercice de sa raison pratique, qui vise à un résultat concret. Donc on a affaire à un domaine qui touche des ingénieurs, des techniciens et des exécutants. En conséquence, lorsqu'on pratique une analyse de l'activité artistique, on ne va pas jusqu'au fond des choses, de tout ce qui peut être impliqué dans les activités de transformation d'une matière. Alors la finalité de l'œuvre utilitaire, c'est justement son utilité. Donc le critère n'est pas premièrement sa beauté, même si après, dans un cadre commercial, en vue de la vendre, eh bien ce qu'on appelle les designers essaieront de lui donner une apparence esthétique. Mais ce qui intéresse l'ingénieur, ainsi que le technicien, c'est que son appareil, il marche, qu'il fonctionne. C'est tout ce qui compte, après tout. Alors cependant, il y a deux manières de regarder les œuvres utilitaires. La première, c'est justement sous le point de vue de son utilité, de son efficacité, de son adaptation à l'effet recherché. Par exemple, si je construis une maison et qu'elle n'est pas du tout isolée par rapport à la chaleur, eh bien elle aura beau être lumineuse avec des fenêtres orientées comme il faut. Du point de vue de l'utilité, elle aura un gros défaut. Et les gens, s'ils ont froid dedans l'hiver, eh bien c'est sûr qu'ils ne profiteront pas longtemps du charme de cette maison. L'autre regard qu'on peut avoir sur une œuvre utilitaire, c'est du côté de son originalité. Ça veut dire qu'il y a des œuvres qui sont des répétitions. On se contente, avec virtuosité, de refaire le même projet utilitaire. Et puis il y a des œuvres qui sont nouvelles, qui sont inventées, qui sont pensées, qui sont originales. Et là, lorsque un artisan ou un ingénieur produit quelque chose de nouveau, on peut dire qu'il exerce la plénitude de son art artisanal, de son art d'ingénieur. Parce que son domaine de travail ne se contente pas d'être dans la réalisation, justement, mais il touche à l'invention d'un nouveau projet, un projet qui sort de lui. Et donc c'est évidemment quelque chose de particulièrement épanouissant pour l'être humain. Et donc cela permet d'aborder la seconde partie de cette leçon, à savoir comment est-ce que l'art artisanal perfectionne l'être humain. Il qualifie l'homme, il anoblit l'individu humain qui travaille de plusieurs façons. Il y a une façon qui est spécifiquement liée au travail. C'est le fait qu'il permet d'acquérir ce travail utilitaire, des habitus d'art utilitaire. Donc, non seulement une virtuosité pour celui qui réalise, je veux dire qui exécute, qui se contente de suivre les plans de l'ingénieur. Mais chez l'ingénieur, sa capacité de produire du nouveau s'en trouve améliorée. Avec l'expérience, ses plans sont de plus en plus précis. Il sait ce qu'il faut éviter. Lors de la conception d'une maison nouvelle, par exemple, eh bien, si on ne fait pas appel à un architecte qui, lui, a appris de personnes expérimentées son métier,
et donc qui évitera certaines erreurs de débutants, liées aux fondations par exemple, la profondeur qu'on doit creuser, liées aux étages, eh bien on perdra un temps fou. Donc on peut dire que le fait d'inventer une œuvre nouvelle, une œuvre utilitaire, qualifie l'ingénieur qui l'a produit, l'architecte par exemple dans le cas d'une maison, en lui communiquant de l'expérience, si bien que son projet il est plus efficace. Mais alors, ce travail, même s'il n'est pas aussi profond que celui que je viens d'indiquer, lorsque c'est simplement le travail d'un ouvrier qui va participer à la construction de la maison, par exemple en creusant la tranchée où seront les fondations, eh bien, il perfectionne de toute façon l'homme sous d'autres points de vue que le travail. Il le perfectionne d'abord par la dignité du fait que cet homme, il gagne sa vie lui-même. C'est son travail qui produit ce qui lui permet de vivre et éventuellement ce qui lui permet de faire vivre sa famille. Donc il y a un lien entre ce travail utilitaire, parfois pénible, et la dignité de l'homme, au point que le chômage et le fait de recevoir des allocations, c'est quelque chose qui déstructure l'homme en général, en tout cas si ça dure trop longtemps. D'abord, une déstructuration du fait que l'homme ne se lève pas le matin pour produire quelque chose qui émane de lui. Et deuxièmement, le fait que, recevant la pitié de la collectivité, eh bien, il n'a pas l'impression d'être celui dont on peut être fier dans sa famille, parce qu'il porte la sécurité de sa famille. Cette dignité de type, on pourrait dire, politique, au sens fort du terme, ça veut dire familial, mais aussi face à la société, cette dignité du travail humain qui produit son propre vivre, elle est fondamentale, en tout cas, et beaucoup plus de manière visible pour les hommes masculins. Je veux dire par là qu'il y a chez les hommes, véritablement, quelque chose qui est plus de l'ordre du besoin que ce qu'on voit chez les femmes. L'homme lui-même, lorsqu'il perd son travail, lorsqu'il n'est pas structuré par ce travail, je crois qu'il se détruit davantage que la femme. Parce que la femme, souvent, elle a d'autres façons de réaliser sa vie, y compris sa vie privée. Je ne veux pas dire par là que l'homme ne réalise sa vie privée que par le fait qu'il fait vivre sa famille, mais c'est tout de même, souvent, sa grande fierté. C'est sa façon d'aimer. Façon que d'ailleurs, les femmes parfois ne comprennent pas. Donc on voit par exemple des couples où l'homme travaille pour que sa femme ait une bonne vie. Il travaille même le soir pour qu'elle ait une belle maison. Et la femme ne comprend pas que c'est là sa manière d'aimer, parce qu'il ne la manifeste que comme cela. Et puis peut-être aussi par la sexualité, par exemple. Et du coup, elle ne se sent pas aimée, si bien que cette maison, qui est pourtant son cadeau d'amour, eh bien, elle le méprise, elle la méprise, parce qu'elle fait son malheur. Elle aurait besoin d'autres expressions d'amour, comme de la gentillesse, des discussions, de la délicatesse. Il est certain que la femme, qui est plus fine du côté de l'amour, elle va exiger de l'homme un affinement de ce côté-là. Mais en même temps, si elle est fine du côté de l'amour, elle doit aussi comprendre, avant de le comprendre lorsqu'elle sera âgée, et peut-être que le mari sera décédé, que c'est sa manière d'aimer aussi, et qu'elle doit être respectée. C'est une manière d'aimer comme homme, comme mari, comme père de famille. Alors, telles que je dis les choses là, elles peuvent paraître caricaturales. En réalité, elles sont souples. Il y a de la féminité chez l'homme, et il y a de la masculinité chez la femme. N'empêche que, en général, ça veut dire, ce n'est pas universel, c'est pas du 100%, c'est disons du 80%. En général, le chômage, l'absence de travail, la dépendance déstructurent l'homme profondément. De même que la femme, ce qui la déstructure, c'est par exemple la perte de ses enfants parce qu'elle n'en a pas la garde. Ou alors la perte de l'amour de son homme parce qu'il y a un divorce. Je dirais en particulier que le lien aux enfants, tous ceux qui constatent, tous ceux qui travaillent dans le domaine des divorces, voient à quel point c'est quelque chose qui déstructure profondément la femme lorsqu'elle a l'humiliation, par exemple, d'en perdre la garde. La révolution féministe de mai 68 a voulu nier cette réalité qui, certes, n'est pas universelle,
en demandant aux femmes de s'épanouir de la même façon que s'épanouissent les hommes, à savoir par le travail et par une vie sociale à l'extérieur. Eh bien, en fait, des femmes sont allées dans ce sens-là, c'est clair, et donc elles se sont épanouies. Tout simplement parce que cette distinction n'est pas radicale, n'est pas absolue, il ne faut pas la plaquer comme ça. Mais 50 ans après la révolution de mai 68, lorsqu'on regarde les jeunes femmes, les jeunes filles, bien on constate que la nature humaine n'est pas changée. Que les femmes s'épanouissent par le travail qui leur donne une liberté, qui leur permet de sortir de la maison. Mais que le travail n'est pas, je dirais, un fondement de leur épanouissement, comme pour l'homme. Si on pouvait caricaturer, on dirait que les hommes s'appuient sur deux pieds, qui sont leur famille et leur travail. Et les femmes s'appuient sur deux pieds, qui sont leurs enfants et leur famille, avec le mari en particulier. Le métier est souvent bien quelque chose d'accessoire, quelque chose qui est là, qui est important, mais quelque chose qui n'est peut-être pas un appui direct. C'est peut-être en second. Alors l'un des autres épanouissements, des autres accomplissements qu'apporte le travail, à l'homme surtout, et à la femme aussi, c'est l'impression d'être utile dans la société. Et je dirais que les femmes, en travaillant, ont découvert cet apport important que donne le fait de se sentir utile dans une société où le rôle, par exemple, de mère de famille, qui est un travail à plein temps, n'est pas considéré. Ce qui fait que, sournoisement, les femmes au foyer se sentent parfois méprisées, inutiles, d'où ce besoin d'augmenter à la maison le travail qu'elles fournissent, de passer des heures dans du ménage, dans des tâches ménagères, etc. Alors que souvent, lorsqu'elles travaillent à l'extérieur, du coup, ce besoin de se manifester utile à la maison diminue, et donc elles ont une vie à la maison qui finalement est plus épanouissante. Donc il ne faut pas nier chez la femme aussi l'apport qu'a pu avoir le fait de travailler à l'extérieur de la maison. Ce qui n'est pas pareil que de travailler à l'intérieur de la maison, ou comme dans le temps, par exemple, les femmes s'occupaient de la basse-cour, alors que les hommes s'occupaient des champs, des labours, des vaches, donc des animaux qui étaient plus dans la haute cour. Alors ceci étant dit, je voudrais maintenant aborder la troisième partie de cette leçon, à savoir justement, directement, la question de l'habileté des techniques. Alors dans ce domaine-là, directement, il faut distinguer de nouveau ce qu'on peut qualifier d'être un virtuose de la technique, et ce qu'il faut qualifier d'un véritable artisan, un inventeur de nouvelles techniques. La différence entre les deux se retrouve aussi au niveau des beaux-arts. Un virtuose, c'est par exemple un violoniste qui sait exécuter parfaitement une œuvre qui a été composée par quelqu'un d'autre. Il l'exécute techniquement. Tandis qu'un artiste, au niveau des beaux-arts, si je prends l'exemple encore du violon, c'est quelqu'un qui est capable de mettre sa propre inspiration, sa propre sensibilité dans l'œuvre. Et donc quand il joue, c'est lui-même qui joue. C'est son art, c'est son âme qui s'exprime à travers le violon. Alors pour le piano, on se rappelle par exemple de Glenn Gould, ce pianiste extraordinaire qui jouait Jean-Sébastien Bach avec une manière de faire qu'on n'avait jamais vue nulle part, qui était sa manière à lui. Eh bien on peut dire qu'il était plus qu'un virtuose, il mettait sa propre inspiration, et donc son jeu était unique. Eh bien au niveau des arts utilitaires, c'est pareil. Il y a des ouvriers, des exécutants qui maîtrisent parfaitement leur technique. Par exemple, un plâtrier qui sait parfaitement faire une surface plate, impeccablement plate, qui sait poser des plaques de plaque au plâtre avec une vitesse, une précision unique. C'est un virtuose. Tandis que celui qui pense une œuvre nouvelle, qui pense une originalité, qui sort de sa propre intelligence un projet et qui ensuite le réalise, donc dans le concret, c'est plus qu'un virtuose. Le virtuose, on ne peut pas dire que son art épanouit toute sa personne. Il épanouit son intelligence des mains.
Tandis que celui qui invente le projet et qui le réalise jusqu'au bout, dans l'art artisanal, eh bien toute sa personne se trouve épanouie, son intelligence pratique qui aboutit à un projet nouveau et son intelligence des mains qui le réalise. Du coup, lorsqu'il voit son œuvre accomplie, elle est sienne, elle est sortie de lui. Elle n'est pas seulement un travail qu'on lui a demandé de l'extérieur, qui réalise bien pour un ingénieur qui a pensé les choses avant. Cette distinction entre l'exécutant virtuose et d'autre part celui qui pense l'œuvre et qui l'exécute, elle est très importante parce qu'elle manifeste le lien vital que doit avoir l'artisan avec deux choses. D'abord le projet qui est le principe vital de tout le travail et d'autre part l'œuvre réalisée. À la rigueur, dans les travaux d'utilité actuelle, où on sépare de plus en plus l'ingénieur lui-même, mais aussi le manœuvre de ces deux choses, eh bien on peut avoir une déshumanisation du travail. Et là, je voudrais raconter quelques exemples. Par exemple, un ingénieur que je connaissais, ingénieur du génie génétique, donc s'occupant de biologie, et qui travaillait depuis 10 ans sur une petite section d'ADN de la drosophile. Donc uniquement cette section-là. Eh bien, il était usé par son travail. C'était usant parce que il ne savait pas où le projet d'ensemble devait aboutir, on ne lui disait pas, et lui se contentait de travailler son secteur. C'est exactement la même chose que pour un programmeur informatique, par exemple, qui doit écrire une page particulière. Et il n'a pas accès au projet d'ensemble. Il faut dire que le travail s'est tellement spécialisé, il faut tellement de collaborateurs pour faire des grandes œuvres, comme un logiciel informatique qui fait fonctionner par exemple un standard de téléphone, ou alors pour l'ADN, l'étude de ces dizaines de milliers, centaines de milliers de bases qui font un vivant, qu'à force, on peut perdre le contact avec le plan d'ensemble. Et donc, coincé dans son petit sujet, on se déshumanise. C'est la même souffrance que vécurent, par exemple, les ouvriers de la chaîne, après la taylorisation, par exemple, dans les usines Ford aux États-Unis. Charlie Chaplin avait caricaturé cette chose-là en montrant comment, toute la journée, en vissant le même boulon, sur la même pièce qui passait sur un tapis roulant et qui défile devant soi, on pouvait arriver à devenir quelqu'un de perdu, quelqu'un de véritablement déstructuré. Alors, cette déstructuration, elle vient détruire le travailleur comme travailleur. Alors, fort heureusement, dans ces travaux-là qui sont pénibles, si le travailleur il a derrière lui une famille qui finalise sa vie, eh bien, il trouvera sa structuration en dehors de son travail, par l'amour de sa famille, et puis du côté du travail, par exemple, en construisant sa maison, en cultivant son jardin. Par contre, lorsque c'est une personne qui est sans famille, un célibataire, quelqu'un qui est uniquement dans ce travail-là, parce qu'il faut bien travailler, eh bien, on peut dire qu'à force, il peut y avoir véritablement une destruction de l'homme comme travailleur, et donc de l'homme tout entier, qui n'a plus envie de se rendre à ce travail, parce que ce travail n'a plus de sens. Alors cela, je l'ai vu par exemple chez un de mes amis ingénieurs, un ingénieur en physique cette fois, qui s'est écroulé au niveau même de ses études, qui n'a pas pu les continuer alors qu'il était en 5e année, qu'il était proche du diplôme, parce que ça n'avait pas de sens. Donc il apprenait des choses technologiques, des choses qui lui auraient servi pour sa profession plus tard, pour gagner de l'argent. Mais lui, non seulement il n'avait pas encore d'épouse, mais en plus, ce qu'il travaillait, c'était le sens profond de cette vie. Et donc, étant déstructuré au niveau de sa vie privée, donc familiale, il n'en avait pas encore, et puis de sa recherche du sens de la vie, il n'arrivait plus matériellement, physiquement, à continuer ses études d'ingénieur. Je pense qu'il aurait été en train de travailler, ça aurait été la même chose. Donc ceci permet de manifester que si on étudie dans ce cours l'homme en tant que travailleur, bien il faut se rappeler que le travail ne donne qu'une structuration qui n'est pas le cœur de la personne humaine. Et donc un homme travailleur qui n'est pas par ailleurs épanoui dans sa vie personnelle,
sa vie de famille, sa vie de chercheur de vérité, de sagesse. Et bien souvent, son travail lui-même finit par en pâtir. Et c'est quelque chose qu'on constate beaucoup actuellement dans le monde des travailleurs. Donc avec l'augmentation des dépressions nerveuses, qui ne viennent pas simplement du travail lui-même avec la pression qu'il impose, mais qui vient parfois de l'être lui-même tout entier. Dans les années 2010, on a parlé beaucoup du suicide qui intervenait dans une entreprise française appelée France Télécom. Et certains ont voulu attribuer ça au fait que l'entreprise était changée, qu'on passait d'un statut d'entreprise publique à un statut privé où il y avait une pression plus forte sur les travailleurs pour qu'ils produisent. Certainement, ça a pu jouer. Ça veut dire que la déstructuration de la paix intérieure que ces ouvriers, que ces travailleurs avaient obtenue dans leur statut précédent peut les avoir déstabilisés. Mais pour pousser jusqu'au suicide, à mon avis, c'est que souvent, c'était lié à des choses plus profondes. Je pense que l'aspect travail, à mon avis, ne suffisait peut-être pas parce qu'un homme normal, il trouve quand même le fondement qui lui donne envie de travailler, même d'affronter le côté pénible du travail dans sa famille et dans le sens qu'il donne à sa vie. C'est d'ailleurs pourquoi les syndicats, en regardant la vie de ces personnes qui s'étaient suicidées, finirent par reconnaître que le suicide était plus mystérieux qu'on le pensait et que tout attribué au travail pour lui-même était peut-être un peu rapide. Alors ceci étant dit, je voudrais analyser le cas particulier de celui qui fabrique les outils. Dans son livre sur l'activité artistique, le père Marie-Dominique Philippe se demande s'il s'agit là d'un habitus d'art particulier. Et lui, il conclut en disant qu'il s'agit plutôt d'une technique au service de l'art. Alors, un petit peu après, dans sa recherche, il nuance un peu sa position. Parce que je dirais que la fabrication d'outils, ça peut être effectivement un travail de virtuose. Par exemple, quelqu'un qui fabrique toute sa vie des tonneaux en bois. Eh bien, effectivement, il n'a pas à inventer de nouvelles techniques, il a à appliquer une technique qui se transmet depuis l'époque des Gaulois. Et il sait bien la faire, donc il le fait efficacement, rapidement, et ces tonneaux sont étanches. Cependant, dans ce domaine-là, comme dans tous les domaines, il y a des gens qui ont l'intelligence pour inventer des nouveaux outils plus performants. Et dans ce cas-là, ils deviennent plus que des virtuoses. Donc je dirais que l'analyse par rapport à ce métier-là, qui est celui qui fabrique des outils, elle est la même que pour tous les arts utilitaires. On se souvient par exemple de ces émissions qu'il y avait à la télévision sur ceux qui fabriquaient de l'acier particulier pour faire par exemple des épées, des sabres japonais. Et ce genre de reportage montrait comment certains artisans anciens avaient inventé à l'intérieur du sabre un acier qui était assez souple pour ne pas que le sabre soit trop rigide et casse. Tandis qu'à l'extérieur, là où est la lame tranchante, il recouvrait d'une couche d'un acier différent, un acier qui était extrêmement rigide, de manière à ce que la lame ne s'émousse pas au premier coup. Et donc, pendant des siècles, ils avaient cherché, ils avaient réfléchi, et ils étaient arrivés à la maîtrise parfaite d'une technique en vue de l'utilité. Eh bien, on peut dire que les inventeurs de cette technique pour fabriquer des lames d'épée étaient véritablement des ingénieurs, des artisans inventeurs, et pas simplement des virtuoses. Même si maintenant, certains n'ont plus qu'à appliquer cette technique et donc deviennent simplement des virtuoses. Alors voilà, je conclurai ici cette leçon et en rappelant l'essentiel, à savoir que l'habileté des techniques, l'habitus d'artisanat, le travail qui aboutit à une œuvre efficace, il épanouit donc l'homme, mais qu'il n'est pas l'épanouissement ultime de l'homme. Il faut toujours s'en souvenir. C'est une chose que l'homme travailleur doit avoir en tête, à savoir que ce qui lui donne finalité, c'est sa vie personnelle, éthique, et sa vie de sagesse. Un homme qui en resterait uniquement dans l'habileté technique ne trouverait pas la plénitude de son épanouissement comme être humain complet.